Donc, rebonjour, chers participants, en ayant le plaisir éventuellement d'accueillir parmi nous certains de nos professeurs, M. Moussalih, M. Bourkadi, M. Taibi, et notre cher invité, M. Hamza Wesh. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous une invitée expérimentée en le secteur de la santé. Notre webinaire est intitulé « De l'éducation à la santé à la littératie », cas de l'éducation à la santé reproductive et sexuelle en situation de crise. Madame Hinnawi Mouna, notre invitée, est enseignante permanente à l'ISPITS, Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Tétouan, chercheuse en didactique des sciences, didactique de l'enseignement et de la formation et ingénierie pédagogique, spécialité éducation à la santé, et membre de l'ARCED, Association internationale recherche scientifique et études doctorales. Donc, avant de céder la parole à notre cher invité, et pour une meilleure conduite et organisation de notre webinaire, je vous informe qu'il existe des règles à respecter et qui se présentent comme suit. Pour mieux entendre notre invité, je vous prie de vous assurer que votre micro est bien désactivé. Pour toute intervention ou question, il existe le choix entre deux possibilités. Soit écrire votre question au niveau du chat ou demander par écrit l'autorisation d'activation du micro pour la poser oralement vers la fin. Et bien sûr, toutes les questions sont les bienvenues. À vous la parole, Madame Mouna. Je vous remercie énormément, Mademoiselle Ekram. Je remercie encore professeur Slimane, président de ARCED, que je suis membre actuellement. Donc voilà, je suis ici parmi vous afin d'animer ce webinaire au profit du cycle master en management des réseaux logistiques NCGR CNETRA, et c'était un honneur pour moi quand prof Slimane m'a contacté, donc j'ai vraiment apprécié l'idée. Vu mon profil de spécialiste en étant professionnelle de santé tout d'abord, en étant sage-femme en particulier, puis enseignante à l'ISPITS de Tétouan et coordinatrice de l'AMSF. Donc, avant de commencer ce webinaire, tout d'abord, je tiens à applaudir et à féliciter tous les étudiants qui ont adhéré avec moi par la réponse au questionnaire du pré-test que j'ai élaboré au profit d'eux afin de pouvoir réguler l'enseignement ou bien mes pratiques d'enseignement par rapport au niveau de leurs prérequis. J'étais positivement étonnée puisqu'il y avait pas mal d'entre eux qui avaient de bonnes connaissances sur l'éducation à la santé, sur la santé et la santé reproductive et sexuelle. Donc, avant de commencer, en ce qui concerne cette thématique-là, spécialement vu nos conditions de Covid et de la crise sanitaire qu'on vit actuellement avec la pandémie Covid, donc voilà, j'ai eu cette idée pour partager avec vous quelques problèmes en santé reproductive et sexuelle. Et ces problèmes-là, ils sont plus en rapport avec la santé sexuelle et tout, et il faut les dépister, il faut les déceler, il faut avoir cette information par rapport à ces problèmes-là afin qu'on puisse promouvoir notre santé en général et notre santé reproductive et sexuelle en particulier. Donc, avant de commencer, bien évidemment, vos questions, elles sont les bienvenues. Je vais tout d'abord vous situer sur l'historique et tout, et puis je vais entamer de petit à petit jusqu'à arriver à une petite surprise que j'ai laissée à la fin au profit de vous. Donc, voilà, en ce qui concerne l'éducation à la santé reproductive, donc tout d'abord, afin de commencer, pour commencer ce webinaire, donc je tenais tout d'abord à vous mettre sur la situation et donner quelques leçons du passé, parce qu'on ne peut pas commencer une thématique sans avoir ce fil conducteur et sans avoir l'idée et sans l'émergence par rapport du concept et comment il a émergé ce concept-là. Donc, vous savez qu'entre 1492 et 1497, eh bien, il y avait de nouvelles pandémies dues à la transmission sexuelle, donc qui avaient comme origine américaine, comme la syphilis, qui était la plus acceptée aujourd'hui. Et puis, un peu après, il y avait cette période de changement et beaucoup de liberté sexuelle, des guerres, des mondialisations. Et puis, le mal français, on appelait ces épidémies à transmission sexuelle par le terme mal. On entendait par le mal français, le mal polonais, le mal alémanique. Donc, on accuse les autres. Les facteurs socio-économiques et comportementaux comme moteur de l'épidémie, c'était ça la cause. Et puis, l'absence de traitement et la culpabilisation, la stigmatisation. Donc, ceux qui avaient ces germes-là et qui ont été atteints de cette
infections transmissibles sexuellement et puis de ces mâles, entre guillemets, ils étaient culpabilisés, ils étaient stigmatisés, ils étaient même isolés au début. Donc, et après 19e et puis le début du 20e siècle, et bien avec le développement de la microbiologie, bien évidemment, et comme vous le savez, bien, il y avait cette apparition d'outils techniques et puis le microscope, etc., d'examen périodique, la prévention morale et tout et tout. Donc, cette importance de la recherche s'est imposée. Et puis, le leadership est clé, le débat sur la prostitution, le débat clinique spécialisé à intégration, la relation des autorités avec les prostituées, le public. Donc, on cherchait plus ou moins à réglementer cette discipline-là, ce champ-là, à le réglementer et tout. Donc, avec l'apparition aussi du traitement qui a fait une révolution contre la syphilis, la benzathicine, donc la pénicilline, qui a fait cette révolution-là. Et malheureusement, même si on a pu éliminer quelques infections sexuellement transmissibles après l'apparition de la pénicilline, malheureusement, donc nous sommes de retour, malheureusement, après l'apparition du VIH et le sida arrive et tout est prévention. L'incidence des IST tombe, l'incidence du syphilis tombe, oui, bien évidemment, mais ce VIH-là qui est arrivé et qui a versé les choses et on est encore dans la situation de crise et on est encore devant ce fardeau-là, c'est de faire éliminer, éradiquer le sida de notre communauté. Et puis, il y avait aussi les débats du droit de l'homme qui dominent, les débats de prévention, de traitement et tout. Donc, et à partir de 1989, les soins des IST comme l'un des piliers, donc l'OMS aussi, il a commencé à adopter des piliers de stratégie, donc au profit du VIH, afin de trouver un traitement de tous les IST, afin de prévenir le VIH, puisqu'il n'y avait pas encore de traitement précis pour prévenir le stade, pour prévenir le sida et tout. Donc, et puis la prévention intégrée des IST contre le VIH, les services pour les populations clés et cette approche syndromique-là qui est venue afin de donner la prise en charge selon les normes de qualité et la standardisation des prises en charge des IST. Et puis, vers 1993, comme vous le voyez ici, les IST ont intégré la prévention du VIH. Plus aucun programme n'est indépendant des IST. Donc, ils sont là, ils sont partout et on les a intégrés partout afin qu'on puisse avoir cette approche syndromique et cette prévention-là vis-à-vis des IST. Aussi, on a intégré les infections sexuellement transmissibles dans la santé reproductive et la santé sexuelle afin de promouvoir afin de promouvoir cette santé reproductive et en général promouvoir la santé des citoyens en général. Donc voilà, après avoir eu cette vision du passé et comment l'émergence des IST ont eu lieu et tout, donc on va avoir aussi cette nouvelle vision et ces nouvelles stratégies et le monde, si vous voulez, il tend vers où vis-à-vis les IST, vis-à-vis la santé sexuelle et la santé reproductive et tout. Donc, la vision 2030, les objectifs de développement durable, qui ont cette vision-là, qu'à la fin de 2030, tous les pays, ils sont amenés à éradiquer et éliminer tous les IST. Quand vous voyez ici, donc vers 2030, ça, c'est la vision globale des objectifs de développement durable que tous les pays ont adopté. On doit tous opter, on doit tous participer à cette vision-là, en tant que citoyens, en tant que décideurs, en tant que dans la gouvernance, en tant que professionnels de santé, en tant que jeunes citoyens, la population jeune et tout. Donc voilà, donc afin d'éradiquer, afin d'éliminer carrément ces IST qui menacent la santé publique, bien évidemment. Et afin de concrétiser cette vision, donc il y avait ces plans d'action-là, internationaux, nationaux, régionaux, cette couverture universelle. Et bien évidemment, cela exige un cadre commun, une collaboration, une couverture universelle de la santé et puis une collaboration intersectorielle afin qu'on puisse réussir cette vision-là. Je vous donne comme exemple la stratégie française de lutte contre le VIH et les IST. Eh bien, cette stratégie-là qui a opté pour l'éducation, l'information et la formation
afin d'avoir ce bien-être sexuel, cette maîtrise de la fonction reproductive, et puis afin d'améliorer la couverture vaccinale, afin d'atteindre l'objectif 95 qui est dans leur loi et tout, donc afin de diminuer la transmission des IST et avoir cette autonomie et ce powerment, donc c'est le powerment, je crois, l'autonomisation vis-à-vis la prise en charge de son bien-être et de sa vie sexuelle et reproductive. Donc, en ce qui concerne la naissance de la santé reproductive et sexuelle, donc, elle a eu lieu à Caire en 1994 où le droit fondamental, où l'OMS elle a exigé ou bien elle a instauré ce droit fondamental de tous les couples et les individus d'avoir ce droit-là, de décider de façon libre et responsable le nombre d'enfants qu'ils veulent, l'espacement, le moment de la naissance. Donc, personne n'a le droit d'exiger le nombre d'enfants pour un couple ou bien de le solliciter à avoir des enfants avant qu'il ne décide de l'avoir. Et puis, ils ont tout à fait ce droit fondamental de recevoir les informations, l'éducation et les moyens pour le faire. Donc, c'est à Caire où il y avait cette conférence internationale où il y avait la naissance de la santé reproductive et sexuelle. Et puis, en parlant au niveau national, donc le Maroc, via la Constitution de 2011, eh bien, il sollicite de mobiliser tous les moyens afin de les disposer pour faciliter l'égal accès des citoyens et citoyennes aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé. Donc, la Constitution, elle a parlé de ce droit implicite en parlant des droits aux soins de santé, la protection civile et tout, et aussi en parlant de l'élaboration de l'article 34, de la mise en œuvre des politiques destinées aux personnes catégories besoins spécifiques, entre autres les femmes et les mères. Donc, c'était cité noir sur blanc sur les textes, les articles de la Constitution 2011 du Maroc. Et puis, en ce qui concerne les lois sanitaires qui couvrent le système de santé, eh bien, la loi cadre 3409, l'article 1, elle a sollicité le droit à la protection de la santé, qui est une responsabilité de l'État, de la société. Donc, voilà, je vous ai mis sur la situation, je vous ai mis, donc, je vous ai donné cette idée-là, c'est le droit à la santé reproductive. Ça veut dire c'est un droit. C'est un droit qu'on doit avoir tous, et c'est notre droit tous, en tant que citoyens, donc d'avoir ce droit-là. Et en ayant ce droit à la santé sexuelle et reproductive, eh bien, implicitement, on a ce droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la non-violence, le droit à des pratiques non préjudiciables pour les femmes et les jeunes filles, le droit à la non-discrimination, la non-stigmatisation, le droit à la vie privée. Donc, le droit à la santé sexuelle et reproductive, entre autres, il nous donne tous ces droits-là. Donc, en ayant ce droit-là, donc voilà, le droit de se marier, le droit à l'égalité au regard du mariage, le droit de décider le nombre d'enfants quand on veut. Donc, tous ces droits-là, ils sont implicites, ils sont inclus dans le droit à la santé reproductive et sexuelle. Maintenant, je veux vous mettre une idée pour, vu que j'ai vu le questionnaire, quand je vous ai demandé c'est quoi la santé sexuelle et c'est quoi la santé reproductive, et est-ce que vous avez cette idée de différencier entre les deux déjà? Et j'étais positivement surprise. Il y en a ceux qui ont répondu, il y en a ceux qui ont tenté de répondre, il y en a ceux qui ont leur idée. Eh bien, à travers ces diapos-là, je vais essayer de vous éclaircir le concept. Donc, auparavant, je vous ai situé historiquement, je vous ai situé nationalement, je vous ai situé côté législatif. Maintenant, passons à l'émergence et à l'explication du concept. Donc, en ce qui concerne la santé sexuelle, c'est avec la libération, bien évidemment, des mœurs, ainsi que les problèmes de santé publique, particulier du sida, l'importance de la santé sexuelle et les comportements des attitudes permettant de le conserver et l'améliorer, c'est imposé. Et donc, l'OMS, elle a défini la santé sexuelle comme étant un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité. Et puis, la santé sexuelle nécessite une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles sources de plaisir sans risque, ni coercition, discrimination et violence. Ça, c'est la définition de l'OMS de la santé sexuelle. Et puis, en ce qui concerne la santé reproductive, bien évidemment, eh bien, c'est la possibilité pour tous,
femmes et hommes, d'avoir une sexualité sans danger et de se reproduire. Donc, si vous voulez, la différence entre les deux, c'est que la sexualité, c'est spécifié surtout sur l'appareil génital, sur la santé sexuelle, sur l'épanouissement de la santé sexuelle comme droit. Mais on a fait cette différence avec la santé reproductive parce que la santé reproductive, elle a comme finalité d'avoir une progéniture, donc d'avoir des enfants. Donc, c'est ça un peu la différence. Donc, quand on parle de la santé reproductive, comme vous voyez là dans cette image-là, donc c'est avoir des enfants, c'est avoir des familles et tout, et avoir le nombre d'enfants souhaités et tout. Donc, la santé reproductive implique que les personnes puissent avoir une vie sexuelle satisfaisante, bien évidemment, et cela aussi de décider librement où et quand avoir ces enfants-là, quand ils le souhaitent et quand ils le désirent. Et la santé sexuelle englobe le développement sexuel et la santé reproductive. Donc, entre autres, la santé reproductive, elle est incluse dans la santé sexuelle. Et puis, il y a cette indépendance aussi entre la santé reproductive et sexuelle et la santé en général. Donc, après avoir mis cette différence sur les deux concepts-là, en ce qui concerne la santé sexuelle et en ce qui concerne la santé reproductive, qui se spécifie sur tout ce qui atteint la santé reproductive, donc la grossesse, l'espacement des naissances, la PF, la planification familiale et tout. Donc maintenant, on va parler sur cette interdépendance entre la santé reproductive et sexuelle et la santé en général. Donc, c'est quoi cette liaison-là? Donc, la santé reproductive et sexuelle, elle inclut les infections sexuellement transmissibles, elle inclut la planification familiale, le cancer, la violence sexuelle, la violence basée sur le genre, l'avortement, la grossesse, etc. Donc, tous ces axes-là sont inclus dans la santé reproductive et sexuelle. Quant à la santé, elle englobe la santé reproductive et sexuelle, bien évidemment. C'est la santé générale, c'est les déterminants de la santé, c'est tout ça. Donc, voilà cette interdépendance et cette liaison entre la santé reproductive et sexuelle et puis la santé. D'accord? Et en ce qui concerne le contexte général, pour un peu essayer de vous mettre sur la patte et un peu essayer de faire cet entonnoir-là et d'aller du général vers le particulier et aussi d'émerger une problématique et de vous situer et de dire la finalité, pourquoi on abordait cette santé reproductive et sexuelle, eh bien, on avait cette inéquité en matière de santé. Donc, c'est toujours l'inéquité qui exige qu'on entame un champ, un savoir enseigner, un domaine, la naissance d'un concept. Donc, une inéquité en matière de santé. Donc, quand vous voyez, il y a deux scénarios opposés. Par exemple, dans les pays développés, comme le Japon et tout, donc l'espérance de vie d'une fillette née, elle a cette espérance de vie jusqu'à 85 ans. Elle a une gouverne convenablement vaccinée. Quand elle est née, elle est vaccinée, elle est nourrie, elle est scolarisée. Et quand elle est enceinte, elle bénéficiera de soins maternels de haute qualité. Et puis, si elle est jamais si jamais elle est atteinte de maladies chroniques, elle reçoit d'excellents services de traitement et de réadaptation seront à sa disposition. Elle peut alors s'atteindre à recevoir des médicaments d'une valeur de centaines de dollars par an dans sa prise en charge. Et dans le même scénario, une fillette qui naît qu'au Sierra Leone, par exemple, elle a peu de chances d'être vaccinée et risque fort de souffrir d'un déficit pondéral pendant toute son enfance. Et quand elle est née, elle a cette naissance à 6 enfants, donc il n'y a pas de planification familiale. Donc, selon la société et tout, des fois, elle est née par une accoucheuse qualifiée. Donc, ici, bien évidemment, on ne montre pas la défaillance du système, non, mais on donne juste un exemple au passé. Donc, cela daté du passé. Et puis, un exemple des pays sous-développés ou bien des pays qui souffraient de défaillance toujours dans le système sanitaire. Et puis, cette fille-là qui est née, elle a un ou plusieurs des enfants qui décéderont après la naissance. Des fois, si elle est née d'une accoucheuse qui n'est pas qualifiée, d'une accoucheuse traditionnelle. Et si jamais elle risquera de mourir des fois dans les suites de couches, si jamais elle vieillit, donc elle atteint l'âge mûr, elle vieillit, donc les maladies chroniques sont là. Elles la frapperont aussi, et l'absence d'un traitement convenable, et elle mourra prématurément. Donc, on parle de l'espérance de vie, si vous voulez. Donc, la finalité, c'est pour poser ce problème-là, ce cas particulier, parce que ce cas particulier, on ne peut pas tout le généraliser, mais cette inéquité en matière de santé, donc cette inéquité en espérance de vie. Donc, vous voyez, dans
Ce premier scénario, on a l'espérance de vie, on a une vie épanouie. Donc, on ne parle plus d'une espérance de vie, mais une espérance de vie de bonne qualité. Donc, ça veut dire on vit bien, si vous voulez. On vit bien. Donc, ce n'est pas la peine de dire, voilà, on a vécu 81 ans, 70 ans, il a répété et tout, mais avec une vie qui n'était pas épanouie, qui était pleine de maladies, pleine d'infections, pleine de souffrances. Eh bien, la vision globale, c'est vivre une vie épanouie côté santé. Donc voilà, je vous ai demandé cette définition. Vous avez donné quelques définitions comme la santé, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Oui, tout ça c'est vrai, vous avez ciblé, oui, tout ça ce sont des définitions proposées par vous et ils sont les bienvenus. Et je vais vous poser un peu sur la définition de l'OMS, de la santé, qui est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas malade, si on fait les examens biologiques et tout, et on ne décèle pas une maladie, ça ne veut pas dire qu'il est en bonne santé, d'accord, qu'il est bien, qu'il a une bonne santé. Non, il y a beaucoup de critères pour dire que quelqu'un il est en bonne santé. Il y a beaucoup de critères. Et il y a beaucoup de définitions d'après plusieurs experts. Donc, selon les contextes, selon les situations et tout. Donc, actuellement, la santé, on peut la définir comment? Eh bien, la santé n'est plus limitée au secteur médical. Elle concerne l'individu, elle concerne la famille. Donc, on ne parle plus d'un individu qui est en bonne santé, on parle d'une famille, d'une communauté, d'une société, d'accord, d'un pays qui est en bonne santé, d'accord. Elle n'est plus limitée aussi au secteur médical. On parle de l'approche complexe. Ça veut dire tenir l'individu avec tout son environnement, l'épigénétique, les facteurs héréditaires bien évidemment, l'environnement, la société, l'ethnique, et puis le niveau académique, le niveau social, la religion. Donc tout ça, c'est interdépendant pour donner les déterminants et qui influencent la santé. Directement, indirectement, il l'influence, d'accord. Et puis, elle devient un moyen d'atteindre. Donc, la santé actuellement, c'est un moyen d'atteindre un épanouissement individuel. Donc, une bonne adaptation aux conditions de vie. Donc, le fait de s'adapter, en changeant les conditions de vie et tout. Donc, le fait de s'insérer. Donc, l'insertion sociale, l'insertion professionnelle, la contribution active. Donc, le citoyen qui est actif, qui est rentable, qui donne un rendement à sa société, sa communauté, son pays, tout ça pour constituer une bonne santé. Et puis, actuellement, la santé, c'est un moyen de se réaliser tout court. En étant jeune et en donnant ce webinaire à vos profits, en étant jeune et tout. Donc, je vous dis qu'actuellement, la santé, c'est un moyen de se réaliser. Donc, c'est d'aller du développement personnel au développement professionnel. Donc, le fait qu'on s'épanouit dans notre développement professionnel, implicitement, on a une bonne santé. Celui qui a une bonne santé, il a un moyen. Donc, c'est un moyen de se réaliser. Donc, d'être rentable dans la société, d'être actif, d'être leader, d'accord, d'être leadership, de faire plaidoyer aussi, d'être à plaidoyer, etc. Donc, comme constat de ce qu'on a vu, donc la notion de la santé, c'est une notion non universelle, donc elle ne peut pas s'appliquer, elle varie selon les individus, selon les situations géographiques. C'est une notion non intemporelle, puisqu'elle varie selon les époques aussi, parce que à l'autre époque, la santé était pour donc l'agriculture, c'est avoir de quoi manger, où loger et dormir. On disait ça dans nos contextes arabes. Actuellement, elle varie avec cette époque-là parce qu'on a des exigences de vie et on est encore plus optimiste et on est encore plus ambitieux et on veut avoir tant de choses, d'accord. Et puis les frontières imprécises parce qu'il y a donc on ne peut pas préciser la frontière. La santé, si vous voulez, c'est un concept vivant qui vit toujours et à chaque fois il y a ce changement. Et tant que le concept il est vivant, à chaque fois on inclut dans ce concept des choses nouveaux, d'accord. Donc c'est une notion qui a beaucoup évolué et elle va évoluer encore. Donc quand j'ai dit c'est un concept vivant, donc il n'y a pas de définition juste ou fausse. Ils ont simplement des buts et des champs d'application différents. Donc là, on applique la santé, là où le champ où on applique la santé, donc on va donner une notion ou une définition par rapport au contexte.
Donc maintenant, après avoir donné après avoir vous situé généralement et tout, donc je vais passer aux problèmes de santé et je vais donner quelques cas de santé sexuelle et reproductive que les gens vivent, que les couples vivent, que les citoyens vivent, d'accord. Donc, pour commencer, le cas des infections sexuellement transmissibles. Donc, on ne pourrait parler de la santé sexuelle sans parler des infections sexuelles qui entravent cet épanouissement de la santé sexuelle. Eh bien, malheureusement, ces infections sexuellement transmissibles, parce qu'avant, il y avait cette nomenclature de MST, les maladies sexuellement transmissibles. Maintenant, il y avait ce changement de nomenclature et l'OMS, elle a changé MST par IST parce que qu'on voit ici dans l'iceberg, parce que la gravité des IST, c'est que les cas asymptomatiques, ils sont plus nombreux. Et les porteurs sains, ils sont là, ils sont nombreux. Ils ne sont pas diagnostiqués, ils ne sont pas dépistés, ils ne sont pas traités. Et ils sont là en train de propager les infections. Et c'est ce qui aggrave les choses. C'est qu'on ne peut pas dépister ceux qui sont les syphilis, ceux qui ont une syphilis, ceux qui ont un VIH, on ne peut pas les dépister pour les traiter et pour protéger l'environnement de cette transmission. C'est ce qui aggrave les choses. Donc, les porteurs sains, c'est ce qui aggrave la transmission des IST. Pour éliminer ces IST, donc tout d'abord, on doit promouvoir les comportements, on doit éliminer les comportements à risque. Et on doit promouvoir les comportements protecteurs pour se protéger, protéger le conjoint, et protéger la famille et protéger la communauté. D'accord. Donc, pour définition des infections sexuellement transmissibles, eh bien, ce sont des infections qui sont transmises principalement par des relations sexuelles, principalement. Je note les infections comme le sida, la syphilis, etc. Et puis, qui sont transmises de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou bien l'accouchement, malheureusement. Donc, cet enfant-là qui ne peut rien, qui est venu au monde avec une infection et tout. Et par les produits sanguins pour ceux qui se droguent, des fois pour la lame de rasoir, je ne sais pas, et aussi lors des transplantations des tissus. Donc, les IST rendent les muqueuses plus fragiles, donc augmentent le risque d'attraper une VIH. Donc, pour ceux qui ont la syphilis, qui ont trichomonas, qui ont d'autres infections, ou bien d'autres germes, ils sont plus vulnérables d'attraper le VIH parce qu'une infection n'existe pas seule chez l'individu. Donc, dès qu'on a l'individu qui est atteint d'une infection, donc il faut toujours soupçonner qu'il a une autre infection implicite, qui n'est pas dépistée. Il faut toujours soupçonner le VIH. D'accord. Donc, ces infections-là, elles rendent les muqueuses plus fragiles. Donc, des fois, une érythrite, c'est un écoulement urétral chez l'homme. Des ulcérations génitales, comme la syphilis ou le chancre syphilitique ou le chancre mou, qui ont des ulcérations au niveau des appareils génitaux. Et puis des vaginites, des cervicovaginites chez la femme, et qui a des leucorrhées, et ces leucorrhées-là, elles donnent des dyspareunies et elles rendent la vie sexuelle de la femme énorme. Cette vie sexuelle n'est plus épanouie. Donc, la femme, au lieu d'avoir des désirs sexuels et tout, elle a plutôt ces infections, elle a plutôt ces dyspareunies, elle a plutôt ces douleurs. Donc, il y a l'atteinte de la vie sexuelle et entre autres, il y a l'atteinte de toute la santé, la santé sexuelle. Et ça retentit sur la santé de la femme, de l'individu, du couple et tout. Donc voilà, écosystème bactérien vaginal. Donc je ne peux parler de la santé sexuelle sans parler de la physiologie de la cavité vaginale chez la femme. Eh bien, la cavité vaginale chez la femme, donc il y a cette flore vaginale lactobacillus qui transforme le glycogène en un acide lactique et qui détermine le pH vaginal de la femme qui est entre 4 et 5. C'est pas comme 7 qu'on a vu en chimie et tout. Donc le pH normal physiologique, c'est entre 4 et 5. Et ce pH-là, eh bien, si vous voulez, il équilibre l'écosystème vaginal. Et il protège cette cavité vaginale contre les germes, contre les infections, etc. D'accord. Il est aussi sous la dépendance des oestrogènes. Donc, quand il y a un changement d'oestrogène, soit par la prise de la pilule des coques, la prise de la pilule ou bien des hormones ou bien d'autres constitutions hormonales, ils peuvent changer cet écosystème et ce pH vaginal. Et cela peut engendrer donc toute modification du pH. Il déséquilibre la flore vaginale, bien évidemment, déséquilibre la flore vaginale. Donc, on a un pH acide qui favorise le développement des mycoses. Et puis, on a un pH moins acide qui permet la pullulation de bactéries telles que les entérobactéries qui viennent des
qui vient par exemple Escherichia coli et tout. Donc voilà, donc je vous ai mis sur la situation, surtout en ce qui concerne l'écosystème bactérien vaginal, pour que vous puissiez le retenir, que le pH du conduit vaginal est entre 4 et 5, et que l'équilibre du système vaginal, il est équilibré. Donc on a cette homéostasie, si vous voulez, cet équilibre par le pH, et donc tout changement de pH modifie la flore vaginale et introduit des prurites, introduit des leucorrhées, introduit des mycoses, introduit des problèmes à la femme, des infections dues à des mycoses, et introduit des problèmes sexuels à la femme. Donc voilà. Pour vous mettre un peu aussi, pour vous éclaircir encore les choses, donc quand on voulait classer les IST, eh bien, il y avait ce classement-là aussi. On peut avoir d'autres classements, mais il y avait ce classement dû aux germes. Donc, on a les IST on a des infections sexuellement transmissibles dues à des bactéries, comme la syphilis ou le chancrement, qui sont dues à des bactéries. Donc, la syphilis, elle est due à Treponema pallidum, et puis le chancrement, il est dû à Haemophilus ducreyi, donc ces infections-là. Donc, et ces infections-là qui sont dues à des bactéries, donc on pourrait imaginer le traitement que ce sont des antibiotiques. Donc, voilà. Et ces infections-là, elles sont traitables, donc on peut les traiter naturellement, et ça y est, et le problème, il n'est plus là. D'accord? Et il y a ces infections virales. Et quand vous connaissez que le virus, on ne peut pas le traiter ni l'éradiquer totalement des fois, comme le cas du sida. Le sida, donc syndrome d'immunodéficience, qui est dû au VIH, et puis l'herpès génital qui est dû donc à l'HSV, et puis les candidomes qui sont dus au papillomavirus. Et puis je signale ici quelque chose de très important, c'est que le cancer du col, c'est une IST qui est due au papillomavirus type 2. Donc le papillomavirus, il peut donner les candidomes génitaux comme il peut donner le cancer du col. Donc je le signale ici, afin que vous puissiez avoir cette vision large, parce que quand on n'a pas cette vision sur les IST, eh bien on croit que la santé sexuelle, il parle juste sur la sexualité, sur l'épanouissement sexuel. Oui, mais aussi il parle des infections qui entravent cet épanouissement dans la relation sexuelle, bien évidemment, entre le couple, et entre autres les infections sexuellement transmissibles. Donc voilà, donc j'ai dit il y a les infections virales, et puis il y a des infections qui sont dues à des parasites, qui sont dues à des champignons, comme je cite ici la candidose qui est due au Candida albicans, et puis la trichomonase qui est due au Trichomonas vaginalis. Ce sont des infections très très récurrentes chez la femme. Ce sont les infections qui existent le plus souvent chez la femme, d'accord? Et ces infections-là, dès qu'ils sont développés par la femme, eh bien, ils sont transmis et peuvent être transmis à l'homme et à son conjoint, bien son mari. Donc, quand on parle de symptômes des IST, donc les IST, ils peuvent se traduire par des irritations, l'appareil génital, par des démangeaisons, par des rougeurs, par des brûlures, par des pertes inhabituelles au niveau du vagin, donc des leucorrhées fétides, des leucorrhées verdâtres, des leucorrhées sanglantes, et puis des dysuries, ça veut dire des douleurs au moment d'éliminer les urines et tout, des dysuries, et puis des dyspareunies, des douleurs au moment des rapports sexuels, qui est anormal, donc ces douleurs-là sont anormaux, des douleurs dans le bas-ventre, et puis des signes associés comme la fièvre, les maux de tête et tout, qui sont externes de l'appareil génital, des signes comme ça généraux. Donc voilà, si vous voulez, ce sont quelques symptômes des IST que je vous ai mis ici pour signaler ça veut dire qu'ils sont anormaux ou quelque chose comme ça. Donc quand on parle d'une infection sexuellement transmissible, comme j'ai dit, donc elle se transmet principalement par contact sexuel, et ce n'est pas que le contact sexuel, mais principalement. Donc, comme j'ai dit, ils sont symptomatiques, donc il y a les leucorrhées, la fièvre et tout. Donc, une femme qui a contracté une IST, donc ça veut dire malheureusement, elle pourrait la transmettre à son conjoint, à son bébé, si jamais elle est enceinte. Voilà. Et puis, en ce qui concerne le VIH, comme j'ai dit, il se transmet par contact sexuel, par le sang, seringue, aiguille, etc., de la mère à l'enfant. Et puis, le sida, qui est la dernière étape et la dernière phase due à ce virus-là, qui entrave le système immunitaire, donc le sida se caractérise par un ensemble de complications. Et si vous savez que l'individu meurt par le sida, il ne meurt pas par le virus, mais il meurt de cette déficience de l'immunité. Ça veut dire cette immunité qui devient fragile, la personne devient
trop fragile. Des fois, une toux facile, il peut vraiment détruire son état de santé, si vous voulez. Donc voilà, le sidéen il devient très vulnérable aux infections opportunistes. Donc en ce qui concerne le dépistage, eh bien le dépistage au Maroc, il se fait au niveau de tous les centres de santé, hein, de toutes les circonscriptions sanitaires. Donc il suffit d'avoir, et il est anonyme. Donc ceux qui veulent faire le dépistage, c'est anonyme. Et puis, on s'assure de notre santé et on est là. Et il est suggéré avant le mariage, surtout pour les couples et les jeunes qui veulent se marier. Donc, je suggère comme professionnel et comme spécialiste en éducation à la santé, donc c'est mieux de faire le dépistage du VIH avant le mariage. C'est plus protecteur, d'accord? Donc voilà, et comme vous savez, donc le préservatif, l'apport du préservatif lors des rapports sexuels, bien évidemment, il peut protéger des IST, entre autres le VIH. D'accord? Donc, on parle de comportement protecteur. Donc, la solution. Donc, je vous ai exposé ici quelques IST, les symptômes et tout. Donc, la solution, c'est quoi? C'est promouvoir les comportements protecteurs, surtout vous les jeunes. Donc, quand je parle de la population jeune, c'est surtout promouvoir les comportements protecteurs, entre autres la fidélité au conjoint, l'abstinence, l'usage de préservatifs, le dépistage précoce qui est toujours lié à la vaccination anti-papillomavirus pour prévenir le cancer du col. Donc, la jeune fille, dès qu'elle a 12 ans, elle peut faire cette vaccination pour prévenir le cancer du col. Le consentement et la franchise entre le couple sur la vie sexuelle. Donc, il faut tout se dire. Donc, lors de la période du contact avant mariage, avant contact sexuel et tout. Donc, il faut tout se dire. Il faut être franc avec le conjoint, s'il vous plaît. Il faut tout se dire. Faire des bilans avant le mariage pour s'assurer de l'absence de tout germe, toute complication, pour éliminer les porteurs sains. Et parce que des fois, une IST traîne. Donc, la femme prend une IST le mariage et elle va traîner avec jusqu'à la grossesse. Et cela entraîne des complications énormes pour la femme. Donc, des fois, ça remonte pour l'appareil de la vessie, les autres appareils et tout, et ça donne des complications énormes. Et une stérilité, des fois, ça donne des stérilités. Donc, la plus grande complication des IST, en parlant de la santé reproductive et sexuelle, c'est que ça donne des stérilités. Et puis, ne pas partager des lames de rasoir, etc. Maintenant, j'ai fini avec les IST, qui sont un axe de la santé reproductive et sexuelle, et surtout la santé sexuelle. Maintenant, on parle du cancer du sein, qui est un autre problème de la santé sexuelle, le cancer du sein. Donc, le cancer du sein, qui est le premier cancer responsable d'une mortalité élevée à travers le monde, et même au Maroc. Donc, les femmes meurent à cause du cancer du sein. Donc, c'est le premier. Donc, l'incidence de la mortalité, le taux de mortalité par cancer du sein, donc, il est énorme. Donc, malgré les progrès qui ont permis de mieux connaître les mécanismes de développement des cancers, donc les causes, ils sont encore pas connues. Donc, on ne peut pas dire que cela a entraîné le cancer du sein. Le tabagisme, l'alcool, ça veut dire la sédentarité, pas de sport, le régime alimentaire, abus en sucre et tout. Donc, il n'y a pas de confirmation. Il y a des hypothèses, il y a des études épidémiologiques, il y a des études qui ont pu, biologiques, immunologiques et tout, qui ont décelé quelques agents causaux du cancer, mais on ne peut pas confirmer une relation linéaire, une relation causale, ça, dans le cancer. Donc, on ne peut pas le confirmer. Donc, voilà ici une anatomie, un rappel anatomique du sein chez la femme. Et voici 12 signes du cancer de sein. Donc, je vous ai mis ce schéma-là pour pouvoir un peu, pour ne pas laisser l'image, si vous voulez dire, choquante, et pour avoir ces signes-là. Donc, le A, qu'on voit ici, on a 12 signes de cancer du sein. Le durcissement, donc le sein devient dur, quand vous voyez ici la citronne, le sein devient dur. Donc, le durcissement, c'est un signe de cancer de sein aussi. Le pincement, quand vous voyez le pincement, ce vide-là, ce pincement, le sein, quand vous pouvez le voir ici, à ce niveau-là, donc s'il est abordable. Et ici, l'érosion. Donc, si vous voyez ici l'érosion, donc l'image LC, ça donne aussi le cancer, c'est un signe aussi. Rougeur, donc la rougeur et la chaleur, les signes de l'inflammation, donc la rougeur et la chaleur. Donc la rougeur, la chaleur, l'écoulement, donc tout écoulement, ma mère, donc tout écoulement anormal, hors bien sûr période de lactation et tout écoulement, comme vous voyez ici, donc c'est anormal. Il faut consulter les capitons aussi, donc ces capitons-là, cet aspect-là capitonné au niveau du sein, et puis plissement, donc il est plié si vous voulez le sein.
Et puis, veine grandissante, comme vous voyez ici, phase-la-citrone, donc c'est une veine grandissante qui apparaît sur le sein, aussi peut être anormale. La rétraction du mamelon, comme vous voyez ici, le mamelon, il n'est plus apparaissant comme ça, il est rétracté, le mamelon, le I, comme vous voyez ici, le I, le mamelon. Donc, et puis l'asymétrie, donc le sein, il est asymétrique, il n'a plus cette... il n'est plus homogène, si vous voulez, donc l'asymétrie aussi. La peau d'orange, on appelle peau d'orange, et puis la boule invisible, donc il y a une boule ici qui apparaît, donc invisible et tout. Donc voici 12 signes du cancer de sein, et c'est surtout donc le nodule, ou bien la boule invisible, ou bien des fois le nodule, qui peut aussi être signe du cancer de sein aussi. Donc, les facteurs de risque, comme j'ai dit, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de causalité linéaire, mais il y a des facteurs de risque dont entre autres, je cite l'hérédité, la génétique, ou bien tout, entre autres, l'épigénétique. Il peut être, il y a un facteur de risque du cancer de sein, donc la ménopause, donc la ménopause, si vous voulez, précoce, ou des fois, si vous voulez, ceux qui ont eu leurs règles ou leur menstruation précocement, donc early onset of menstruation, donc aussi la densité du sang aussi, donc l'alcool, voilà, donc il y avait le nodule des fois, si vous voulez, le port de contraceptifs oraux. Des fois, on dit que c'est protecteur, des fois, on dit que c'est un facteur de risque. Donc, il y a des études comme ça, des études autres. Et puis, la pollution, donc l'environnement, la pollution, bien évidemment. L'environnement, il peut aussi entraîner le cancer du sein. Donc, voilà quelques facteurs. Donc, en parlant du dépistage du cancer du sein, eh bien, ici, ce slide-là, donc c'était une éducation que j'ai fait exprès, vous les filles qui sont ici parmi le public cible du webinaire. Donc, vous pouvez vous faire cette autopalpation chez vous, à la maison, donc toute seule. Donc, dans 3 positions. La position femme debout avec les bras, comme vous voyez ici. Et puis, faire cette palpation-là, comme ça, d'une façon ondulaire, sous forme de hada, d'accord, en cherchant une asymétrie, en cherchant un nodule, en cherchant quelque chose qui est anormal. Et puis la position femme debout avec les bras sur les hanches, et puis l'élévation des bras comme ça, donc comme ça, et puis les bras sur les hanches, et puis l'élévation des bras. Et puis bien évidemment, quand on fait l'examen de sein, ça consiste de choses, l'inspection, donc on inspecte s'il y a quelque chose d'anormal, la rougeur, la déformation et tout, et puis la palpation. Et quand on palpe le sein, c'est pas que le sein, c'est les aires ganglionnaires ici qui existent, les sous-aisselles, les aires ganglionnaires ici, pour voir si c'est douloureux, s'il y a cette inflammation au niveau des ganglions là. Donc voilà, c'est un petit slide. Et en parlant du cancer du col aussi, donc pour prévenir et dépister le cancer du col, qui est une IST comme j'ai dit, donc la prévention primaire par l'éducation pour réduire les comportements sexuels à haut risque. Donc le fait de porter le préservatif réduit la transmission des IST et protège contre le cancer du col. D'accord, chez la femme. Donc quand l'homme porte le préservatif, donc il protège sa partenaire. Et puis, utilisation de préservatifs, l'abstinence et la fidélité au conjoint, l'hygiène dans les comportements sexuels, donc toujours se laver avant le contact sexuel et après, toujours. Et puis, la vaccination chez la jeune fille. Et en parlant de vaccination, je vous ai mis cette recherche-là afin de mettre en évidence la vaccination et mettre en évidence encore plus le dépistage. Donc, vous voyez ici avec moi le graphe. Donc, la courbe en rouge ici, en haut, ça veut dire c'est le risque. Ici, on a le risque d'attraper le cancer du col. Et ici, l'âge de la vaccination et puis l'âge de la femme. Donc, comme vous voyez ici, en haut, si cette femme-là ne fait pas de dépistage, ça veut dire qu'elle ne vient pas au centre de santé pour faire le test d'IVA qui est gratuit et qui se fait au niveau de tous les centres de santé au niveau du Maroc. Hein. La plupart, pour le personnel qui est formé. Donc, le test d'IVA, un petit test qui consiste à faire un petit examen avec le spéculum et tout. Donc, on ne prend rien, on ne fait pas cette biopsie, on ne fait rien pour le tissu du col. Donc, c'est juste un test de dépistage IVA. Il n'est pas douloureux, il est très rapide. Donc, quand cette fille-là, il ne vient pas pour faire le dépistage, donc il n'a pas fait le dépistage du cancer du col, elle n'a pas fait de vaccination. Regardez le risque, il est grand. C'est 0,018 le risque d'attraper un cancer du col. Or, quand on fait un dépistage,
quand on ne fait pas un dépistage et on fait une vaccination, le risque, il est réduit en faisant 13 ans. Là, jouer, elle a fait la vaccination, la fille. Mais l'âge de la procréation, donc 33 ans, 39 ans, donc le risque, il est grand, si vous voulez un peu. Donc, la vaccination seule ne suffit pas. Même si la fille est vaccinée contre le cancer du col, donc la vaccination seule ne garantit pas une protection totale d'attraper un cancer du col. Donc, et quand vous voyez ici en vert, si on fait le dépistage en vert, si on fait le dépistage et on ne fait pas la vaccination, quand même, le risque, il est minime avec le dépistage. Et si vous voulez la meilleure situation, le risque à peu près c'est zéro parce que le risque zéro n'existe pas, mais le risque à peu près il est très très minime, c'est en orange, c'est quand on combine la vaccination et le dépistage. Ça veut dire la jeune fille se vaccine à l'âge de 12 ans et elle dépiste à chaque fois, dès qu'elle atteint l'âge de 30 ans, je crois, l'âge de 30 ans, dès qu'elle atteint 30 ans, donc elle vient tous les 3 ans, les centres de santé pour faire le dépistage par l'IVA, et pour dépister le cancer du col. Donc maintenant, je parle de l'éducation à la littératie, qui était un concept dans notre webinaire, un concept clé. Et je viens ici pour vous éclaircir, c'est quoi la littératie, ça sert à quoi de l'éducation à la littératie, etc. Eh bien, éduquer, tout d'abord, c'est quoi? Ben, éduquer, c'est faire discuter les jeunes sur leurs problèmes, c'est ouvrir ce débat, comme je le fais avec vous, c'est informer sur les lois, sur les produits nuisibles, c'est parler avec les jeunes, hein, tout court. C'est discuter, c'est entendre, c'est communiquer. Tout ça, c'est éduquer. Et puis, intégrer l'information scientifique, comme je viens de faire, dans les curricula de toutes les catégories. Donc, dans tous les cursus, comme je viens de faire dans votre cursus en tant que master management. Donc, il faut, si vous voulez propager l'information, il faut donner l'information aux jeunes pour qu'on puisse recruter ces jeunes-là, pour qu'ils puissent faire le dépistage et puis qu'ils puissent avoir ça veut dire ce comportement protecteur vis-à-vis leur santé, développer cette compétence et ce comportement protecteur afin de protéger leur santé sexuelle et reproductive. Donc, la littératie en santé, la littératie définie par l'OMS, c'est les caractéristiques personnelles et les ressources sociales nécessaires des individus et des communautés afin d'accéder et comprendre, utiliser l'information pour prendre des décisions en santé. Ça veut dire, quand je vous donne une information en santé, que vous saisissez cette information et vous la utilisez dans votre contexte quotidien, là, vous faites la littération. Là, votre niveau de littératie, il se développe. Donc, quand on, si vous voulez, concrétise l'information, ça veut dire quand on met pas de tabac, lutte contre le tabagisme et tout, et bien la prévention, donc pas de tabagisme, ça vous faites la littération en santé. C'est un degré de littératie et c'est un indicateur nouveau avec lequel on détermine le niveau d'éducation en santé ou le niveau de littération en santé chez les citoyens, chez les pays. Hein. Donc la littératie est reconnue être un élément déterminant de la santé publique. On entend par ce terme la motivation et les compétences des individus de la citoyenneté vis-à-vis des décisions concernant la santé. Voilà. Et en 2017, la Conférence nationale de santé a défini la littératie en santé comme un levier pour réduire les inégalités en santé. Donc, il faut promouvoir cette littératie en santé chez les citoyens afin de réduire les inégalités en santé, et en plus spécifiquement la santé sexuelle. Maintenant, la surprise que je vous ai dit au début, c'est en allant de l'éducation à la santé vers la littératie et maintenant le management par les valeurs. Donc, si vous voulez, j'ai pris en considération votre spécialité et votre discipline en étant un futur expert en management. Et vous allez vous dire sur cette question-là, donc comment je pourrais, moi, en tant qu'expert en management et tout, participer en littération en santé, participer en éducation à la santé, être un expert, être un leader par la suite, un participant actif. Donc, c'est par le management par les valeurs. Et c'est quoi le management par les valeurs, si vous voulez? Donc, il a pour objectif tout d'abord de sauvegarder la société. Donc, le management par les valeurs s'appuie prioritairement une gestion par les valeurs de la société. Ça veut dire l'intériorisation des valeurs dans le système, dans l'environnement, dans le système de la société, dans l'entreprise. C'est l'intériorisation des valeurs. Donc, la société, dans nos sociétés marocaines, donc par l'éducation, on peut atteindre la socialisation. Donc,
par l'éducation, on arrive à la socialisation. Et à travers la socialisation, eh bien, on doit intériorer les valeurs. L'intériorisation des valeurs, et on peut l'appeler le management par les valeurs, elle va par la suite, elle a comme finalité d'avoir ces comportements socialement sains par les citoyens. Eh bien, le citoyen, il va avoir ce comportement protecteur vis-à-vis sa santé et vis-à-vis la santé de la citoyenneté. Comment en intériorisant les valeurs? Eh bien, les valeurs sont transmises, le processus de transmission et d'incorporation des valeurs, eh bien, à travers le processus de communication. Donc, quand on communique avec l'individu, entre vous en classe ou lors de vos stages, lors de votre projet professionnel, lors de votre recrutement, le secteur privé au public, les entreprises et tout, donc essayer de transmettre les valeurs, d'incorporer les valeurs. Donc, et voilà, donc comment concevoir la chaîne et la stratégie des valeurs. Donc, infrastructure, technostructure, les citoyens et tout, référentiel de valeurs publiques. Donc, il faut incorporer, il faut intérioriser les valeurs dans notre société. Et l'intériorisation des valeurs, il doit se faire par un système de management des valeurs, par la société, par les individus, par les professionnels de santé, par les enseignants, par tous les secteurs, par les organismes, comme il a dit professeur Slimane tout à l'heure, par les associations et tout. Donc, tous ces secteurs-là, donc c'est une approche multisectorielle afin de faire le management par les valeurs. Eh bien, pourquoi avoir recours au marketing social? On parle du marketing social, donc pour influencer positivement le comportement des personnes. Donc, les personnes, ils doivent promouvoir des comportements protecteurs vis-à-vis de leur santé. Et puis, on parle de l'éthique et marketing par les valeurs dans les domaines de soins. Le patient, il s'épanouit et le patient, il devient autonome. D'accord, on a ce patient autonome-là. Et à la fin, si vous voulez, donc, on va avoir un citoyen autonome et expert en santé. Et cela va être grâce à notre collaboration intersectorielle entre nous, en tant que professionnels de santé, et en tant que vous, entre experts en marketing et en management. C'est à la fin. Je vous remercie pour votre attention et c'est à votre tour de transmettre les valeurs et l'éducation. Et merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce webinaire-là, il a été bénéfique. Et j'ouvre le débat et je donne la parole à mademoiselle Ekram et à professeur Bourkhidi. Madame Mouna, dans un premier temps, j'aimerais vous remercier énormément pour l'effort consenti, surtout au niveau de l'adaptation de votre domaine de spécialité au nôtre, en intégrant surtout le volet managérial. Donc, nous ne cesserons pas de vous remercier parce que ça se voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, même au niveau de la réalisation de votre support. Je tiens à renouveler mes souhaits de bienvenue à tous les participants externes à notre communauté des étudiants spécialisés en management des réseaux logistiques en master. Je rappelle que toutes les questions sont les bienvenues et M. Issa Rali souhaite intervenir. Monsieur Issa, à vous la parole. Je vous prie d'activer votre micro, s'il vous plaît. Merci Ekram, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, bonjour chers professeurs. Merci encore une fois, mademoiselle Mona, pour la qualité de votre présentation. Vraiment, je la suivais avec intérêt, c'était très intéressant. Vous avez dû aborder un sujet qui mérite vraiment le débat. Car aujourd'hui, on est en pleine mondialisation. Des questions qui se posent, des dizaines de questions qui se posent sur ce sujet et des débats qui s'ouvrent jour par jour et qui parlent tous sur le droit de l'homme, le droit d'expression, le droit de jouissance des ordres, etc. Donc, parlons aussi sur le problème du virus, ce problème sanitaire, le VIH, c'est très important. Qui a vraiment des soubassements et des impacts, non pas sur la personne infectée, mais sur l'ensemble de son entourage et son environnement. Donc, c'est un point de danger. Donc, notre rôle en tant que
en tant que jeune étudiant, etc., c'est de faire participer à la sensibilisation, pardon, à la sensibilisation nationale, à la lutte contre ce phénomène viral. Vraiment, vraiment, après avoir suivi des dizaines de débats, j'ai une petite question. C'est avec l'apparition de l'homosexualisme aujourd'hui, en tant que avec nos valeurs, etc., environnementales. Donc, la question que j'ai, est-ce que l'homosexualisme aujourd'hui est un problème ou bien est un phénomène qui est issu du génétique, ou bien c'est quelque chose, c'est une question qui mérite un degré très, très élevé de la science, etc. Donc, si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, Madame Mona. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais comme intervention. Je vous remercie pour la qualité de votre présentation et merci encore une fois. Je vous remercie énormément, Monsieur Rally. C'est un honneur de vous avoir avec nous et c'est un honneur pour moi de faire ce webinaire à vos profits. Donc, en ce qui concerne votre question sur l'homosexualité, eh bien, c'est vrai, ça coïncide avec l'approche genre parce qu'on ne parle plus maintenant du sexe, on parle du genre et on parle de cette fluctuation, si vous voulez, du genre. Des fois, c'est féminin, des fois, c'est masculin. Et pour essayer de répondre à votre question, qui est plus complexe par rapport à mon niveau, mais je vais essayer de répondre, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs quand on parle de l'homosexualité. Il y a cette homosexualité qui est due à un déséquilibre hormonal. Donc, on a ce fœtus-là, ou là, ce bébé-là qui est né avec un déséquilibre hormonal, avec des fois un appareil génital qui est, si vous voulez, donc hermaphrodite, si vous voulez, donc le sexe masculin et féminin en même temps. Des fois, c'est le sexe masculin, mais il y a ce changement hormonal. Mais malheureusement, ce qu'on vit actuellement, et avec ce changement de société, avec cette perte de valeur, avec cette perte de management en valeur, donc on n'a pas que le côté biologique qui interfère, donc on a autre chose. On a les réseaux, on a les médias, on a la pornographie, on a des choses qui rendent l'individu un peu anormal via qu'il suit des choses choquantes et qui suit des choses qui peuvent qui font l'atteinte aux valeurs. Et des fois, il y a cette décision, si vous voulez, sans qu'il y ait un déséquilibre hormonal et biologique. Donc, voilà, un ensemble de facteurs. Des fois, si vous voulez, c'est une contamination sociale suite à une perte de valeur, mais ça n'empêche que la biologie, elle est là, et ça peut être un dysfonctionnement de l'appareil génital, bien un dysfonctionnement du sexe, plus ou moins. Mais voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre. Oui, merci, Madame Mona. Le sujet de l'homosexualité ne se pose pas seulement sur ce point-là, mais il est parti au-delà de ça. Il y a certains débats qui s'ouvrent aujourd'hui sur la responsabilité du couple homosexuel. Oui, la responsabilité du couple homosexuel. Ils ont commencé à découper les responsabilités entre ces couples. C'est quelque chose qui est en contradiction avec l'organisation naturelle de l'espèce humaine, tout d'abord, et avec les religions, etc. Effectivement, et en tant que musulman, eh ben, si c'est biologique et si l'individu il a un dossier, si vous voulez, il est suivi chez le spécialiste et cela conforme à qu'il a un déséquilibre ou qu'il a une dysfonction ou qu'il a quelque chose d'anormal, eh bien, qu'il se traite et on n'a pas à intervenir en ça. Mais si c'est dû à la perte de valeur et à une décision, si vous voulez, un choix de l'individu qui a décidé de changer son genre ou bien son sexe comme ça, suite à un choix et non pas un déséquilibre et tout. Donc, cela est dû, si vous voulez, à une perte de valeur, un système de valeur. Mais je ne suis pas là pour lui trancher, vu qu'il y a des spécialistes qui peuvent trancher dans cette discipline-là. Voilà. Oui, merci, mademoiselle. Et ça revient toujours à la non-sensibilisation précoce.
Donc, vraiment, vraiment, ça serait très, très bénéfique pour le système éducatif marocain s'il a pu faire intégrer ces débats et ces sujets dans un âge éducatif assez précoce comme le collège, le lycée, etc. Car pour que l'étudiant marocain et le jeune adolescent marocain peut avoir ces informations, etc., dès son adolescence, etc. Exactement, c'est notre rôle. Donc, c'est pourquoi déjà je suis là ici parmi vous aujourd'hui. C'est pour transmettre ces connaissances et ces informations et pour éradiquer éliminer les conceptions erronées qu'ont les gens sur la santé reproductive et la santé sexuelle et pour donner des axes qui existent. Et en tant que spécialiste, donc, je pourrais donner un savoir donc, qui est, si vous voulez, rigoureux selon les protocoles validés par la communauté scientifique, etc. Donc, voilà. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vous remercie encore une fois, mademoiselle Mona, pour la qualité de votre présentation. Et je cède la parole s'il y a des autres interventions. Merci. Merci, monsieur Issa, d'avoir pris en considération le fait que les discussions ne devraient pas être bilatérales, mais plutôt questions-réponses et questions-réponses. Donc, je vous remercie pour votre intervention. Et je tiens juste à confirmer ce que vient de dire monsieur Salman Bourkadi au niveau du chat. Donc, suite à la demande de certaines participantes, vers la fin du webinaire, le dernier quart d'heure, les dernières 15 minutes seront consacrées à une foire aux questions réservée uniquement aux femmes. Donc, ultérieurement, j'inviterai nos chers participants hommes à disposer malheureusement. Donc, j'aimerais tout de suite céder la parole à monsieur Hamza Wesh. Monsieur Hamza Wesh. Oui, vous m'entendez très bien. Vous m'entendez très bien? Oui, très bien, parfaitement, monsieur. À vous la parole. Bonjour encore une fois. Je tiens tout d'abord à remercier monsieur Selman et madame Ikram pour le travail de médiatisation. Et puis, je remercie chaleureusement notre chère Mouna pour son aimable intervention. Une présentation riche en informations. Moi, j'étais averti un peu trop tard parce que je croyais que c'était purement éducation sexuelle. Mais j'ai eu le plaisir de suivre tous ces éléments-là, des éléments qui étaient nouveaux pour moi. Et c'est clair que c'est un travail de fond qui a peut-être été à l'origine de plusieurs recherches, vous avez tellement puisé au niveau de cette thématique. Moi, ce que j'ai, c'est pas des questions, mais parce que aussi j'étais toujours intéressé par ces thématiques-là. Et j'ai quelques points à discuter avec vous. Premier point, tout simplement, quand vous avez évoqué l'origine de la santé sexuelle ou l'éducation sexuelle en général, j'aimerais bien attirer l'attention que, alhamdoulilah, on a un marji' dini qui date de plus de 1400, li vraiment كانت التربيه الجنسيه حاضره فيه بقوه. Moi je vais juste faire allusion à جوج الاحاديث. Je crois que بزاف الناس وبزاف ديال لي جون نيغليج ولا ميكونيس هاد الاحاديث. نعطيكم جوج الاحاديث كمثال. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تيقول فيه اذا جامع احدكم اهله فليصدقها ثم ان قضى حاجته قبل ان تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذه 1400 سنه كانت واحد لو بوين اتيري لاتونسيون على واحد لو بوين اللي تنهضروا عليه دابا اللي تنسميوه كومونيمون لورغازم باغ اكزومبل شي لي دو كوتي هضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون ديك الحشمه ولا ديك لو طابو اللي كنهضروا عليه دابا. الحديث الثاني كمثال يقول صلى الله عليه وسلم لا يقعن احدكم على امراته كما تقع البهيمه وليكن بينهما رسول. كانوا الصحابه في ديك العهد قالوا له وما هو الرسول؟ قال لهم هي القبلة. Et ça revient à dire que هادشي اللي تنهضروا عليه دابا en termes de préliminaire, l'importance de préliminaire dans le rapport sexuel. Et هنا هي باش même la remarque اللي ذكر السي عيسى على l'homosexualité كانت حاضرة aussi في الدين ديالنا مع قوم لوط. يعني c'est pas une discipline qui émane d'aujourd'hui ou c'est pas une discipline qui a été inventée mais هضر فيها الدين منذ قرون مضت. Deuxième point c'est bien d'avoir le sujet هذا une pensée critique et c'est bien que nos chers étudiants et nos chercheurs en général يكون عندهم هذا le recul quant aux sources officielles.
parce que pour moi, et c'est un avis personnel, même les sources officielles, parfois l'OMS et d'autres organismes, sincèrement, moi, je vois qu'ils ne donnent pas toujours la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas, est-ce que Madame Mouna est consciente et vous connaissez un certain Alfred Kinsey, اللي معروف في هذا لو دومين هذا. هو في الاصل كان ان انتومولوجيست، سيتادير كان كيدير البحوث على لي زانسيكت ايتترا. ابخي مشى لهذا لو دومين ديال ليدوكاسيون سيكسويل، اي هو اول واحد كانت عنده لابولوجي ديال البيدوفيلي في 1938. هذا الشخص هذا بحال بغيتي تقول افي تيلمون كريتيكي لا سوسيتي امريكان، وكان وصفها هذيك الساعات بانه اون سوسيتي بيرفيرس. Mais il s'est avéré من بعد que هذا لو بسودو شيرشور كان عنده تمويلات من مجموعه نتاع لي زورغانيزم، منهم واحد لاسوسياسيون تاع لي غاي اي لي ليزبيان على ليبوك. اي دوكو كان الطرح ديالو هو يبين بانه لا حرج في انه الاطفال يكونوا كيتعرضوا لواحد المجموعه ديال السلوكات الجنسيه ولا مجموعه ديال هذا، لانه حسب وجهه النظر ديالو قال بانه بعض الاوقات الطفل تيتواجه مع ديك السلوكيات. اذا ما كانش عنده حرج في هذا الشيء هذا. اي سكي نو زامين ا بوزي دي كيسيون على هاد لا crédibilité d'un certain nombre de recherches, d'un certain nombre d'organismes qui financent et qui essaient. Aujourd'hui, on ne va pas se cacher que plus de 40% تاع les ventes en ligne au niveau mondial ديال les films sexuels et ديال ce qu'on appelle les sex toys. Donc c'est toute une industrie qui est financée, qui est bien étudiée, عرفوا كيفاش يدخلوا المجتمعات etc. Troisième petit point هو على ليدوكاسيون سيكسيوال. وغادي نرجع لواحد الانترفونسيون كانت دارتها الدكتوره سميه نعمان، كنت سمعتها وكانت قالت بانه التربيه الجنسيه هي حاضره في المجتمع المغربي، هي حاضره بطريقه سلبيه. وقالت ديك الساعات حاضره بواحد جوج الحاءات، شنو هما حرام وحشومه. Et aujourd'hui, par votre biais, Madame Mouna, et je me félicite chaleureusement, احنا محتاجين لهذا le genre d'initiative qui vont sensibiliser, qui vont amener les gens à réfléchir au sujet de l'éducation sexuelle vis-à-vis leur enfant, leur entourage. Et هذه التربيه الجنسيه في وجهه النظر ديالي كدوز بثلاثه المراحل. المرحله الاولى هي انه الطفل خصو يكتشف لو كور ديالو، اولا يعرف لو كور ديالو. كاين بزاف الناس وصل لواحد لاج كي فريمون افونسي وما تيفهمش لو فونكسيونمون دو كور ديالو اي سورتو لاباراي سيكسويل. النقطة الثانية هي التوالد، الحاجة اللي عندها علاقة بالتوالد والإخصاب إتسيتيرا اللي شفنا كاملين قريناها في ليسونس ناتوريل. كتبقى هذه هي لا بارتي اللي حاضرة في المجتمع ديالنا. هي لا تروازيام بارتي اللي هضرتوا عليها بطريقة كبيرة هي الوقاية من الأمراض. Et moi j'ai toujours had cette critique ماشي par rapport à vous mais par rapport aux كانوا يعني الناس اللي كيتدارسوا هاد القضيه ديال ليدوكاسيون سيكسويل كيحصروها في هاد القضيه ديال الوقايه من الامراض. يعني elle est toujours liée rapprocher moyen de prévention، شنو هما les risques liés au rapport sexuel، شنو كيفاش نحبسوا لا غروسيس، لو مارياج بريكوز. يعني ديما تبقى حبيسه هاد لو كادر هذا. Donc aujourd'hui, on a pu découvrir d'autres choses qui sont aussi intéressantes au sujet de l'éducation sexuelle. Et je finis mon intervention en parlant du quatrième point, la chaîne de valeurs éthiques. Vraiment, vous avez très bien fait de l'évoquer parce qu'aujourd'hui, on doit se sentir tous engagés. Les maillons de la chaîne de valeurs doivent intervenir avec responsabilité. Vous avez parlé d'experts en santé. C'est très ambitieux, mais on n'a pas besoin d'être des experts en santé, mais au moins des gens qui sont avertis en santé, informés, avertis. On peut pas être tous comme vous, mais au moins on va être avertis, informés. On a la capacité de discerner. On veut nous guider vers le sens. Et شنو هو لو سانس اللي qu'on peut choisir nous-mêmes. يعني تكون عندنا ديك لا بونسي كريتيك، tout le monde doit intervenir. يكونوا دي تابل روند، يكونوا دي سيسيون دانفورماسيون دو سنسيبيليزاسيون، que ça soit في l'université في l'école. J'ai envie que ça débute من لي ماتيرنيل ديجا. اي راه سي با كيما قلت لكم، انا بديت لانترفونسيون ديالي بجوج الاحاديث اللي يمكن شحال من واحد كان جاهلهم ودابا تفاجئ قال النبي صلى الله عليه وسلم دوا على لي بريليمينير، دوا على القبله، دوا على
Donc, c'est quelque chose de très normal. Ça fait partie de notre religion, de notre société. La société محافظة ما كتعنيش بأنه كتهمل l'éducation sexuelle. بالعكس هي واعية بها وكتعرف هو عندنا مشكل في وسائل التلقية إلا بغينا نقولوا. Donc, حنا ما عاديش on va pas ramener des expériences occidentales et les appliquer عندنا ولا هذا، mais خاص يكون عندنا مجتمع مغربي واحد المرجعية الدينية اللي عندنا، واحد الوسائل اللي نلقنوا بها l'éducation sexuelle comme il le faut. وسمحوا لي pour si j'ai monopolisé la parole, où je veux remercier chaleureusement Madame Mouna et tous les organisateurs. Merci. Je vous en prie. C'était très riche votre intervention. Au contraire, merci beaucoup. Vous avez enrichi l'intervention et toute intervention elle est la bienvenue parce que on est là pour partager l'information, on est là